Avant de commencer, j'aimerais souligner que nos pensées sont avec les familles des ressortissants français assassinés ou pris en otage lors des attaques terroristes de ce week-end en Israël. C'est une tragédie qui vraiment va marquer le monde entier pour plusieurs années. Alors ce soir, nous sommes ravis d'avoir parmi nous, à France-Amérique, les ambassadeurs de l'Uruguay, du Paraguay, et nous attendons l'ambassadeur du Pérou sous peu et la chargée d'affaires de la Colombie, qui n'est pas arrivée, je crois, non. Alors, bienvenue aussi à l'ambassadeur Jean-François Charpentier, qui nous accompagne, qui est de la direction des Amériques et des Caraïbes au Quai d'Orsay. Nous allons parler de la relation entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Plus particulièrement de cet important sommet qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, en juillet, et qui était le sommet entre le CELAC, qui est la communauté d'États latino-américains et des Caraïbes, et l'Union européenne. Ce sommet a suscité beaucoup d'espoir. Le dernier sommet avait eu lieu 8 ans auparavant, en 2015. L'Europe et l'Amérique latine sont pourtant des régions parfaitement enlignées au niveau de leurs intérêts et de leurs valeurs. Ce manque de synergie est un peu difficile à expliquer et on va essayer de trouver un peu les raisons ce soir. Au cours des dernières décennies, on a constaté que la place de l'Union européenne a rétrocédé en Amérique latine, au profit de la Chine, qui, elle, est devenue le principal partenaire économique de plusieurs pays de la région. Un vide s'est créé et la Chine l'a comblé, et ceci en quelques décennies. Est-ce que l'issue du sommet historique de juillet dernier, sous la présidence européenne de l'Espagne, nous permet d'être optimistes et d'envisager des partenariats multiples et pérennes qui permettraient de renverser la tendance? C'est la question. Pour comprendre les enjeux et les défis à venir, nous avons réuni un panel d'intervenants qui connaît bien la question. Nous commencerons notre discussion avec Christophe Ventura, directeur de recherche de l'IRIS, qui nous parlera des questions débattues lors du sommet, des accords et des désaccords entre les pays participants et aussi des discussions qui ont porté sur l'Ukraine, sur la Russie, sur Cuba, sur Mercosur et d'autres sujets qui unissent ou divisent l'Amérique latine dans ses relations avec l'Europe. Nous avons aussi la chance d'écouter Mme Valérie Drezet-Humez, chef de la représentation de la Commission européenne en France, qui nous parlera de l'importance des engagements de la Commission en Amérique latine et plus spécifiquement du programme d'investissement Global Gateway, dont la valeur des investissements annoncés pourrait atteindre 45 milliards d'euros d'ici à 2027. Nous poursuivrons la discussion avec Mme Florence Pinault de Villechenon, professeure à l'ESCP Business School et directrice de CERAL, le Centre d'études et de recherche Amérique latine-Europe. Florence, vous nous parlerez entre autres des relations de l'Amérique latine avec l'Union européenne, de l'avenir de l'accord du Mercosur, après 20 ans de négociations, de la relation entre le Brésil du président Lula et les BRICS, et de l'impact de la présence de la Chine en Amérique latine. Par la suite, M. Martin Rocher, qui est vice-président Business Development chez Total Énergie, nous parlera des stratégies du groupe Total Énergie au niveau de la transition énergétique en Amérique latine et du regard que pose son groupe sur le rôle que joue l'Amérique latine dans la lutte contre le changement climatique. Alors, nous allons commencer. Il faudrait peut-être se rappeler de mettre les portables en mode silence. Et nous commençons avec Christophe Ventura.
Merci Geneviève, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'être parmi vous pour ces rencontres. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Geneviève m'a proposé effectivement de bûcher un petit peu devant vous, qui êtes tous autant ici réunis des fins connaisseurs de la région, sur cette question de la relation entre, disons, l'Union européenne et puis l'Amérique latine au prisme de ce fameux dernier sommet dont vous avez rappelé à juste titre, Geneviève, qu'il a été le premier organisé depuis 8 ans, en tout cas au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Il fallait remonter à 2015 avant cela. Alors évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur la relation entre l'Union européenne et puis au-delà de l'Europe et de l'Amérique latine. Évidemment, on peut dire que c'est une relation qui est, comment dirais-je, d'une évidence contrariée en quelque sorte, et cela depuis fort longtemps. Les relations au niveau institutionnel, elles sont désormais lancées entre les deux blocs depuis 1999 avec les partenaires stratégiques. C'est devenu, vous l'avez dit, les rencontres entre l'Union européenne et la CELAC. Cette relation, elle est à la fois évidente et à la fois un petit peu inachevée, pleine de promesses jamais vraiment atteintes entre l'Amérique latine et l'Europe. Alors évidemment, peut-être pour planter le décor, rappeler 2-3 choses évidentes. L'Union européenne est le 3e partenaire commercial des pays latino-américains. C'est pris dans son ensemble de 27 pays le premier investisseur, en fait, devant les Chinois et bien d'autres dans la région. C'est, je crois, en stock 800 milliards d'euros d'investissement cumulé en Amérique latine. C'est à peu près 35% d'ailleurs de ces investissements directs étrangers en Amérique latine sont en fait d'origine européenne, de l'Union européenne, et on pourrait comme ça ajouter un certain nombre de chiffres qui font comprendre qu'il y a une relation réelle, en tout cas au niveau commercial, économique, qui est forte. C'est aussi un chiffre comme cela, c'est 27 accords d'association ou accords de coopération avec les pays latino-américains qui en comptent 33 dans la nomenclature des Nations Unies et celle de la CELAC aussi. Donc c'est 27 pays sur 33 en Amérique latine qui disposent d'un accord de commerce ou un partenariat, ou les deux souvent d'ailleurs, avec l'Union européenne. Donc on voit que c'est quand même assez dense. Toutefois, je disais, c'est une relation qui ne cesse de ne jamais réellement aller au bout de ses promesses. Bon, et c'est dans ce contexte-là que s'est tenu le sommet de Bruxelles des 17 et 18 juillet. Ce contexte-là, qui est celui qui organise la relation entre les deux régions, je le disais, depuis en grosso modo la fin du XXe siècle, mais aussi dans un contexte nouveau, évidemment, qui est celui de la crise systémique mondiale liée à la guerre d'agression de la Russie en Ukraine. Évidemment, ce contexte a joué à plein dans celui du sommet, avec aussi, je dirais, les conséquences, les suites de la crise sanitaire mondiale, dans laquelle la collaboration, la coopération entre les pays européens et l'Amérique latine n'a peut-être pas été aussi importante que cela aurait été souhaitable, en tout cas du point de vue latino-américain. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors évidemment, le temps m'est compté, je vais être forcément un peu synthétique et schématique. D'ailleurs, je n'hésiterai pas à me couper quand j'arriverai au bout de mon temps, parce que je ne sais plus combien de temps on avait dit que je parlais, donc vous n'hésiterez pas à me couper. Vous dire quoi? La première chose, c'est que je pense que cette rencontre, que beaucoup d'observateurs considéraient un petit peu sans intérêt, il faut dire les choses comme elles étaient, au mois de juin, etc., on disait, bon, ça va être encore une rencontre pour rien entre la CELAC et l'Union européenne. Il n'y aura pas beaucoup d'enjeux. Et puis finalement, la rencontre a certainement été plus intéressante que ce que les observateurs voulaient bien en dire avant qu'elle n'ait lieu. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu près de 60 pays qui étaient réunis à Bruxelles, représentés à haut niveau, 60 pays qui étaient là, des chefs d'État qui ont participé aux réunions, et d'ailleurs à d'autres réunions, si j'ai le temps d'en toucher un mot, je le ferai par exemple sur le Venezuela, où il y a eu une rencontre un petit peu disons en off de la réunion officielle qui a été assez aussi novatrice, d'une certaine manière, si j'ai le temps j'y reviendrai. 60 pays, une déclaration commune qui a été signée, en fait, c'est pas tout le temps que ça a eu lieu, donc il faut le signaler. Il y a une déclaration commune qui a été signée par tous les pays, sauf un, c'est-à-dire le Nicaragua, qui n'a pas voulu se joindre à cette déclaration. En particulier, j'y reviendrai sur la question ukrainienne, puisque le Nicaragua, comme vous savez, est l'un des pays qui soutient officiellement la Russie dans cette guerre en Ukraine, en particulier au regard de ses votes au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, ça, c'est déjà un point important à signaler, c'est finalement qu'il y a eu une conclusion diplomatique positive, un texte qui engage et qui donne une feuille de route à la relation
entre l'Amérique latine et l'Europe. Ça, c'est nouveau. Il y a la déclaration commune en 41 points, je vous en donnerai quelques-uns. Mais il y a aussi un document qui est passé plus, disons, discrètement dans les radars, mais qui, à mon sens, je ne sais pas ce qu'en penseront mes collègues, mais à mon avis tout aussi important, qui est une feuille de route, en fait, pour la mise en place de cette déclaration commune entre 2023 et 2025, avec une série de rendez-vous, ça c'est nouveau aussi, avec une série de rencontres à différents niveaux institutionnels, ministériels, etc., des conventions, des grandes conventions qui ont été identifiées, qui pouvaient faire travailler finalement les pays latino-américains et européens autour de grandes thématiques communes comme la criminalité organisée, comme la transition énergétique, le numérique, comme les questions scientifiques, la question de la lutte contre les drogues, etc. Ce sont des grandes conventions qui vont ponctuer finalement des rencontres, qui vont organiser des rencontres et qui vont faire vivre cette communauté des institutions en quelque sorte si disparate qui caractérise les deux ensemble. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez important. Alors la déclaration commune, elle est en fait assez intéressante parce qu'elle manifeste en tout cas une chose, c'est un regain d'intérêt de l'Union européenne pour l'Amérique latine. Ça, c'est très clair quand on regarde la déclaration et ses 41 points, sur les sujets économiques, bien sûr, commerciaux, bien sûr, sur les questions du multilatéralisme aussi, c'est-à-dire sur les engagements multilatéraux et les convergences multilatérales qui peuvent exister entre les pays latino-américains et les pays européens dans différentes enceintes, sur différents dossiers au niveau mondial. Tout ça est affirmé avec plus de fermeté, de vigueur qu'à l'accoutumée. Et puis il y a des rapprochements. Il y a même eu d'ailleurs des concessions, parce que par exemple sur l'Ukraine, dont on sait à quel point elle divise les chancelleries européennes et les chancelleries latino-américaines, puisque l'analyse, la grille de lecture de ce conflit n'est pas du tout la même en Amérique latine ou en Europe, et le positionnement qui est demandé aux pays n'est pas le même en Europe et en Amérique latine. Pour faire court et un peu schématique, là aussi, vous savez que l'immense majorité des pays latino-américains, s'ils condamnent l'invasion de l'Ukraine et la violation de son intégrité territoriale, pour autant refusent de s'associer et d'appliquer des sanctions contre Moscou pour tout un tas de raisons qui ont à voir avec les traditions diplomatiques, les traditions politiques latino-américaines, qui ont à voir avec aussi leur relation à la charte des Nations Unies, qui ont à voir aussi avec l'idée que selon eux les sanctions sont des mesures qui ne fonctionnent pas et qui en fait n'aboutissent pas aux objectifs qu'elles se donnent, et qui dans l'après-Covid, il y a aussi une dimension contextuelle assez claire, dans l'après-Covid, dont l'Amérique latine a été, comme vous le savez, la région du monde la plus touchée avec les États-Unis. Je ne parle pas seulement, hélas, du nombre de morts à déplorer, mais je parle aussi des conséquences économiques et sociales désastreuses pour l'ensemble des sociétés latino-américaines, et pour ne pas signaler le niveau colossal d'endettement des États, qui caractérise aujourd'hui une des principales préoccupations des États latino-américains, c'est leur endettement, bien sûr. Eh bien, pour toutes ces raisons-là, les sanctions sont vécues comme insoutenables du point de vue latino-américain pour leur économie et, disons, le maintien de ces dernières dans un univers de plus en plus chaotique avec des chocs globaux dont ces pays sont directement, par lesquels ces pays sont directement et durement frappés. Donc, on connaît tous les points de désaccord. Néanmoins, même sur l'Ukraine, dans la déclaration, on a pu voir qu'il y a eu des formules diplomatiques qui ont permis à tout le monde de signer en fait ce texte, de rester autour de la table, puisque la guerre d'Ukraine est signalée, c'est de la diplomatie bien sûr, mais comme une préoccupation commune avec des différences d'approche, mais en tout cas le terme a permis en tout cas un consensus sur cette question-là et un respect des positions et une continuité des débats entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Je disais que sur l'économie et le multilatéral, ces déclarations marquent des avancées, et c'est là où le contexte joue un plein, parce qu'on voit bien que, en fait, et c'est ce qui sous-tend un petit peu toute mon analyse, on voit bien que dans les conditions très difficiles qui sont celles de la géopolitique mondiale, le conflit en Ukraine est venu accélérer un certain nombre de choses, en particulier à partir du point de vue européen. Évidemment, derrière ça, c'est la crise énergétique, la crise alimentaire, et puis c'est aussi la reconfiguration, certains parlent de recomposition des chaînes de production et des chaînes de valeur internationales. Aujourd'hui, il y a une nécessité impérieuse pour l'Union européenne et ses pays membres de reconstruire et de redéployer des chaînes de valeur et des chaînes de production fiables, avec des partenariats fiables, en particulier sur les questions existentielles que sont les questions énergétiques et puis un peu aussi les questions alimentaires, par exemple. Sur ces questions-là, l'Europe est à la recherche de nouvelles chaînes
de confiance et des chaînes de partenariat d'approvisionnement sécurisées. Et de ce point de vue-là, bien sûr, l'Amérique latine, naturellement, se repositionne comme une terre d'intérêt et, disons, de perspective pour l'Union européenne, mais aussi pour ses pays membres. D'ailleurs, je n'aurai pas le temps de développer, mais notons par exemple que la diplomatie allemande a accéléré son mouvement vers l'Amérique latine en bilatéral, j'entends, avec une diplomatie très offensive, très, très active, évidemment sur la question énergétique et puis débouché pour les grandes industries allemandes. C'est aussi quelque chose qui a marqué l'année 2023, ça. Donc, point, et ça c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai au niveau de l'Union européenne, énergie et alimentaire. Pourquoi ? Je ne vous fais pas un dessin, mais vous savez que l'Amérique latine est d'ores et déjà la première région exportatrice de produits agricoles dans le monde, à peu près 15% au niveau mondial. Et évidemment, il n'y a pas de solution énergétique et climatique sans l'Amérique latine, dont près de la moitié du modèle énergétique est déjà basé sur du renouvelable et qui est productrice nette d'énergie renouvelable. Je pense bien sûr à l'hydrogène, mais si je m'intéressais à la question des métaux critiques, on pourrait faire un exposé bien sûr sur le lithium et son triangle, terme discutable d'ailleurs, vu la stratégie différenciée des pays qui le composent, mais je pense au triangle du lithium et à ces 56% de réserve mondiale de ce métaux, cette matière première stratégique. Donc, pour donner ces quelques exemples-là, on comprend pourquoi l'Amérique latine se repositionne naturellement comme un partenaire possible et important pour l'Union européenne. L'Union européenne prise dans ses difficultés liées aux conséquences de la guerre en Ukraine, bien sûr, mais l'Union européenne prise également dans des difficultés et une diplomatie qui n'est pas simple entre son partenaire états-unien et son partenaire chinois, les deux étant, pour des raisons différentes et parfois convergentes, absolument indissociablement nécessaires en fait à l'Union européenne. Ces deux pays qui font de l'Amérique latine un terrain de bras de fer, en fait, entre la Chine et les États-Unis. L'Amérique latine, si proche des premiers et de plus en plus proche de la seconde, évidemment, tout ça fait de l'Amérique latine un nœud géopolitique et géoéconomique absolument important. Mais pour l'Union européenne, il est clair qu'il y a un redéploiement qui est très clair dans ces affaires de relations avec l'Amérique latine. Alors, l'Amérique latine, elle, et là aussi le temps filant, elle n'est pas aussi unique que l'Europe, par définition. Elle n'existe pas au sens où l'Union européenne existe. Il y a 33 pays, il y a des convergences, il y a des espaces, des forums de dialogue qui ont des vies compliquées, qui essayent de se relancer depuis début 2023. D'ailleurs, c'est pas très vieux. Parce que j'ai fait la réunion ici en novembre 22, on aurait constaté l'aspect moribond de la CELAC, etc. Aujourd'hui, en particulier après l'élection de Lula au Brésil, puis la nouvelle carte politique régionale, tout ça se relance, mais est soumis là aussi à pas mal d'aléas. Je pense ne serait-ce qu'à la prochaine élection argentine, 22 octobre et 19 novembre, qui pourrait de nouveau rebattre les cartes de cette relance relative de la CELAC ou d'autres initiatives. Bon, c'est ça la réalité de l'Amérique latine. En tout cas, il est clair que les Latino-Américains, et là aussi je suis obligé de schématiser, mais on va dire les principales puissances de cette région, aujourd'hui, dans ce monde chaotique qui les entoure, ont une ligne de conduite. Leur ligne de conduite, c'est l'affirmation de leurs intérêts nationaux et de leur souveraineté, à mon sens. Donc c'est ça qui va guider leurs relations avec les uns et les autres. Je ne crois pas que les Latino-Américains aujourd'hui soient dans des perspectives qui soient si idéologiques que ça. Bien sûr, il y a une partie idéologique avec la Chine, avec la guerre en Ukraine, les BRICS, tout ça, bien sûr, il faut en parler. Mais à la fin du fin, ce qui détermine aujourd'hui la stratégie et la politique des principales puissances latino-américaines, c'est en fait leur intérêt dans des relations transactionnelles qui peuvent permettre à ces pays d'atteindre leurs objectifs. Quels sont leurs objectifs ? Sortir de la crise dans laquelle ils sont plongés. 2, de se réindustrialiser, là aussi c'est pas nouveau, c'est un vieux sujet pour les pays latino-américains, mais il est clair qu'aujourd'hui il se pose dans des termes nouveaux, ce projet, c'est celui de la transition énergétique globale, c'est celui de la lutte contre le réchauffement climatique, et c'est celui d'une région qui a tous les atouts en main pour être un acteur global sur ces sujets-là, pas simplement un acteur régional, mais un acteur global. Donc les latino-américains vont, en quelque sorte, pour parler assez simplement, faire jouer les enchères au mieux-disant entre les Chinois, les États-Unis et les Européens. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent des financements, ils veulent des engagements sur des financements multilatéraux type fonds pour l'adaptation du climat, type adaptation, oui, je viens de le dire pour l'adaptation du climat, pardon. D'ailleurs, le texte de l'Union européenne s'engage en la matière à un doublement des financements d'ici à 2025, donc ça va dans le sens des latinos, par exemple, la déclaration dont je vous parle.
et ils veulent des transferts de technologie qui leur permettent pas simplement de produire les éléments de production qui appartiennent à des filiales ou des filières européennes, états-uniennes ou chinoises, mais qui leur permettent de lancer des filières productives locales. En gros, il faut passer de l'extraction à la capacité à avoir une marque de voiture brésilienne électrique, comme dit Lula au Brésil. C'est un peu ça l'idée, pour parler simplement. Et c'est vers cela qu'ils vont chercher à négocier avec tous leurs partenaires. Et donc les Européens aujourd'hui ont des armes, ont des atouts, ont des choses à faire valoir dans cette concurrence de fait qu'ils ont avec les Chinois et les États-Unis. Donc voilà aujourd'hui quelques éléments à mon avis qu'il faut retenir de cette relation. Il y a un regain, il y a la possibilité d'une relance, il y a un potentiel entre l'Europe, l'Union européenne et les pays latino-américains si les Européens, à mon sens, entrevoient ces relations qui justement se dégagent un petit peu des œillères trop politiques, trop idéologiques, et où en imposant un certain nombre d'exigences à ces pays latino-américains qui, s'ils ne trouvent pas parmi les Européens des partenaires pour mettre en place ce que j'essaye de vous expliquer, les trouveront bien sûr ailleurs, parce que certains ne leur posent pas autant de conditions. Donc c'est ça aujourd'hui qui, à mon avis, nous donne une photographie de la situation. Et l'Union européenne a non seulement fait des efforts et s'est mobilisée dans le sommet, mais derrière il y a quelques actes, puisque là on fait une réunion. En ce moment, l'actualité, c'est une première tranche d'investissement européen nouveau, mais je pense que vous en parlerez, avec les 45 milliards d'euros sur à peu près une 130 ou 135 projets identifiés sur des infrastructures justement énergétiques, ici alimentaires, ici digitales, etc., qui aujourd'hui montrent une politique européenne et de la Commission européenne pour la région. C'est important, mais encore aujourd'hui, là aussi, disons, la concurrence est rude, puisque si on prend la Chine, qui est le premier aujourd'hui partenaire commercial, vous l'avez dit Geneviève, de l'Amérique latine, les Chinois ont rehaussé leurs chiffres aussi d'investissement et d'échanges commerciaux. Vous savez qu'ils ont programmé 250 milliards d'euros d'investissement jusqu'en 2025 en Amérique latine, et en sortant aussi d'ailleurs sur des projets qui sortent des lignes simplement extractivistes, mais justement pour aller vers la transition productive et énergétique renouvelable latino-américaine. Et un chiffre que je vous donne, ce sera ma conclusion, les Chinois annoncent que d'ici à 2035, alors c'est loin 2035, et puis il va se passer tellement de choses d'ici là, mais en tout cas, dans les 10 ans à venir, un peu plus, les échanges commerciaux, c'est l'objectif 700 milliards d'échanges entre la Chine et l'Amérique latine, c'est-à-dire à peu près ce qui équivaudrait à un quart du commerce global de l'Amérique latine au niveau mondial. Donc la concurrence est rude. Les Chinois, eux aussi, savent qu'ils ont besoin de l'Amérique latine. Et voilà, aujourd'hui, à mon avis, ce qu'on peut dire sur la relation. Quelques dossiers, après j'arrête, qui vont jouer pas directement économique mais politique, c'est bien sûr la question aussi du Venezuela, la manière dont l'Union européenne va continuer à accompagner ce processus et cette crise jouera bien sûr sur l'ensemble des relations avec tous les autres, parce qu'en Amérique latine, la majorité de la ligne des gouvernements aujourd'hui, en tout cas, et même si certains sont très critiques sur Caracas, c'est quand même plutôt la renormalisation des relations avec le Venezuela. Mais encore une fois, tout ça va être sujet à peut-être encore de nouveaux mouvements. Je vous ai parlé de l'élection argentine dont on connaît les positions de Javier Milei, qui est aujourd'hui en tête des sondages, ce qui ne veut pas dire qu'il va gagner, mais en tout cas il est en tête. On connaît aussi les élections qui vont scander la vie latino-américaine entre maintenant et mi-2024. Il y a 6 ou 7 élections d'envergure en Amérique latine qui pourraient de nouveau modifier en fait le paysage politique local et qui affecteraient là aussi les capacités de gestion en commun des relations avec l'Union européenne, parce que je vous le disais tout à l'heure, la CELAC n'a pas du tout les armes institutionnelles et la stabilité institutionnelle de l'Union européenne. Ce n'est pas une organisation avec un statut juridique, ça n'existe pas en tant que tel, c'est un forum, et comme c'est de l'intergouvernemental pur, vous avez tous les avantages quand vous avez un alignement des planètes politiques avec des chefs d'État qui partagent en quelque sorte un certain nombre de positions, mais quand vous avez une carte politique locale avec des pays qui divergent, avec des polarisations, avec des affrontements entre les chefs d'État et les pays latino-américains, bien sûr, ça ressort très largement sur les capacités d'avoir une voix commune. Et dans ce cas-là, souvent, ce qui se passe pour l'Amérique latine, c'est sa remarginalisation dans les affaires internationales. Merci.
Oui, ça marche. Alors, vous avez bien résumé les enjeux, et puis avec de l'optimisme. Et ça c'est encourageant. Ça commence bien la soirée. Alors, Madame Dressay-Humès, vous allez nous parler de ce que fait la Commission, parce que c'est souvent, et vous me l'avez confié, quand vous faites vos visites partout en France, on comprend mal ce que le rôle de la Commission, et vous allez nous parler aussi, ce qui nous intéresse encore plus particulièrement, de ce programme très ambitieux d'investissement et comment il sera structuré. Merci, bonsoir. Et merci de cette invitation. Effectivement, je ne vais pas être très longue sur le rôle de la Commission, peut-être juste sur celui de la représentation de la Commission européenne en France. Nous avons à l'extérieur de l'Union des délégations classiques, si je puis dire. Et il y avait une volonté aussi d'avoir une présence dans l'ensemble des États membres pour faire du lien. On est finalement une courroie de transmission à la fois pour expliquer ce que Bruxelles fait, c'est déjà très, très habituel dans le vocable, les propositions, les expliquer, les contextualiser. Pour un Français ou un Suédois, si on parle de salaire minimum, c'est pas la même chose parce que le dialogue social est différent. Donc c'est important d'avoir ces dimensions et en même temps d'avoir la capacité aussi d'expliquer le contexte français et d'éclairer la façon dont les politiques sont faites. Alors puisqu'on est ici, on a déjà parlé de certains mots peut-être qui sont difficiles à manier comme le Mercosur. Typiquement, c'est quelque chose qu'on doit expliquer ou d'une manière plus globale, les réactions sur certaines négociations commerciales, la perception française, le discours français, c'est typiquement des choses qu'on va faire remonter vers Bruxelles. Donc la représentation est vraiment dans ce rôle de courroie de transmission. Et une dimension dont on parlera dans ce cas particulier aussi, c'est le fait de ramener le discours à la réalité. C'est quelque chose qui est vraiment important parce que d'abord, c'est important de parler au cerveau. Et à certains moments, je veux dire, la rationalité n'est pas forcément au rendez-vous. Alors parler aussi au cœur ou autre, c'est important. Et la réalité de la présence de l'Union européenne, des politiques européennes sur le terrain est quelque chose qui souvent va convaincre beaucoup plus qu'une communication institutionnelle, soyons clairs. Donc nous attachons beaucoup à aller sur le terrain, à montrer concrètement ce que des programmes, des projets permettent de faire, de garder des sites, d'éviter des délocalisations, de recruter, d'avoir accès à certains marchés, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc voilà, c'est ce rôle que nous avons sur place en France et dans l'ensemble des 27 capitales. Et pour certains, comme en France, nous avons aussi un bureau régional à Marseille. Donc voilà un petit peu la petite carte d'identité de la représentation et ce que nous essayons de faire sur le terrain. Alors si on revient au sujet de ce soir, je crois qu'effectivement, 2023, c'est l'année vraiment de toutes les relances. Au niveau des rapports avec l'Amérique latine et les Caraïbes. En juin, donc, la Commission et le haut représentant aux affaires étrangères mettent sur la table cette nouvelle communication et relance. Et effectivement, comme vous le disiez dans votre introduction, en partant d'un constat très simple, c'est qu'au-delà des aspects peut-être plus transactionnels dont on parlera, dire qu'il y a des fondamentaux et des valeurs communes entre ces régions. Outre évidemment le fait que ce soit plus de 20% du PIB mondial et autres, voilà. Ça, c'est une réalité et l'idée était vraiment de revenir sur ces fondamentaux qui sont partagés entre les deux régions. Cette communication en juin, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, se rend dans la région. Alors, elle n'a pas fait l'ensemble des pays, elle a un temps un petit peu compté, mais en tout cas, elle a vu certains chefs d'État et de gouvernement à cette occasion. Et puis en juillet, donc le sommet, comme vous l'avez dit, 8 ans après. Et ce que je trouve intéressant de souligner, c'est précisément ce que vous disiez, c'est que parce qu'il y a eu ce constat peut-être de jachère pendant 8 ans, la volonté que ça ne se reproduise pas. Et ça, on le retrouve dans cette déclaration, effectivement, aux 41 points, dans cet agenda commun, avec déjà des rendez-vous listés. Effectivement, on aura une convention sur les matières critiques, ce type de choses. Moi, ce que je vois, c'est la volonté d'ancrer l'impossibilité de revenir vers cette période d'attente, d'attentisme, de baisse, avec tous ces petits cailloux sur la route, finalement, ensemble, où ça va permettre de se construire. Et même s'il n'y a pas, finalement, cette institutionnalisation
au niveau de la CELAC, le fait de dire on aura entre-temps des réunions des ministres des Affaires étrangères, on aura un secrétariat de coordination, voilà, c'est de donner des moyens pour que ce renouveau de l'engagement politique ne reste pas lettre morte. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le souligner. Alors, au niveau, puisqu'on parle du concret, le concret, Global Gateway, les moyens, donc effectivement 45 milliards qui sont annoncés d'ici 2027 et qui font partie d'une approche plus globale. Donc Global Gateway, c'est potentiellement 300 milliards d'investissements au niveau global, mondial, et qui fait vraiment écho à la volonté de la présidente de la Commission quand elle prend ses fonctions en 2019. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans son discours, elle disait voilà, il faudra une commission géopolitique. Alors à l'époque, certains se posaient des questions. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on ne se pose plus vraiment la question. Alors on aurait aimé qu'il y ait moins de crise pour nous rappeler l'importance de cela, mais enfin c'est la réalité. Et un des aspects, c'est au-delà des différents forats et différentes relations, c'est de donner des moyens et de la réalité. Là aussi, je reviens finalement avec ce qui est l'ADN de la représentation, c'est qu'il faut traduire la parole politique en aspects concrets qu'on va pouvoir montrer, qu'on va pouvoir exemplifier aux gens, et qui va permettre aussi d'avoir d'autres partenaires qui vont passer ce message. Parce que je parlais déjà par moment de la difficulté de la communication institutionnelle. C'est beaucoup plus puissant si j'ai un chef d'entreprise d'une PME qui va prendre la parole et qui va dire bah, l'Europe, pour moi, ça a été des nouveaux marchés. Ça a été la possibilité de relocaliser une activité d'Assyrie, ce qui n'est pas la chose classique, je peux vous dire pour l'avoir entendu, ce n'est pas un classique qu'on entend au niveau européen. Et ce type de messages sont très efficaces. Donc Global Gateway, c'est aussi la possibilité, donc, essentiellement d'avoir ce relais pratique de l'approche géopolitique au niveau des infrastructures, hein, essentiellement, mais aussi de projets, vous parlez d'approche transactionnelle, et là on se rejoint tout à fait hein, entre les ambitions à la fois de la région et de l'Union européenne, que bien sûr il y ait de nouvelles débouchés, de nouveaux accès à des matières premières critiques, puisqu'on a un peu l'effet inverse sur les voitures, c'est de se dire on va reproduire et avoir une capacité de raffinage de certaines matières critiques dans l'Union européenne. Pour ça, il faut avoir des partenaires, il faut avoir des partenaires fiables, et il y a vraiment une reconnaissance que là, on est sur une région où on a des partenariats fiables qui peuvent se dérouler. Alors, Global Gateway, ce n'est pas que de l'argent public, c'est aussi des leviers, et ce n'est pas que la Commission. C'est du budget communautaire, hein, effectivement, à la base, mais c'est surtout des partenariats aussi avec des organismes de développement, avec la Banque européenne d'investissement, avec des partenaires privés. Et donc, ça va être vraiment important d'avoir l'ensemble de ces effets de levier qui vont permettre à la fois d'avoir une réponse concrète pour les pays de la région, et aussi, évidemment, pour l'Union européenne. Et donc, c'est de cette réalité et de cette, finalement, que chacun s'y retrouve, qu'on aura vraiment des résultats. Et un attachement, je crois, qui sera vraiment concret et profond, et qui, très clairement, va permettre de dire il y a d'autres solutions que certains investisseurs qui ont déjà été nommés, donc je n'ai pas de difficulté à parler de la Chine ou d'autres, hein, on a beaucoup parlé, si on parle de l'Afrique, de la Russie, hein, soyons très clairs, de dire il y a une autre option, et une option qui est non seulement durable, qui est assise sur un certain nombre de valeurs, et qui est vraiment dans le transactionnel immédiat, parce que certains disent, au niveau de la durée, on parlait d'institutions, et effectivement, à certains moments, l'accès au fonds est soumis à un certain nombre de conditions. Bon, c'est de l'argent public hein, pour une partie, donc c'est assez logique. Mais souvent, d'autres partenaires qui n'ont pas ces valeurs viennent plus tard avec les conditions. Au niveau de l'Union européenne, je dirais, les choses sont claires, sont les cartes sur table dès le début, quelles sont les conditions pour y participer. Alors, au niveau de la manière concrète d'y participer, je crois que c'est important de dire aussi aux partenaires privés de saisir cette occasion hein, pour investir. Ils peuvent aller voir sur place au niveau, pour le coup, des délégations de l'Union européenne dans les différents pays qui sont les premiers
je dirais, le premier one-stop shop pour avoir des informations là-dessus. Donc, je crois qu'il faut vraiment les utiliser. Après, ce sera eux qui vont pouvoir aussi orienter sur les types de financement, parce que Global Gateway, c'est un concept global. Après, vous avez des financements par des programmes un peu plus spécifiques, le programme Global Europe, le programme Horizon ou d'autres programmes de développement durable qui sont vraiment où là on retrouve le nerf de la guerre. L'accès à l'argent va être là. Et vous avez vu, je crois que c'était distribué à l'entrée, en tout cas une vue un peu globale de l'ensemble des projets qui sont déjà listés. Donc je vais vous épargner une liste à l'après-vert, bien sûr, vous pourrez voir plus directement. Je crois aussi qu'il y a Business France qui organise fin novembre un salon spécifique là-dessus pour être vraiment très opérationnel sur comment je fais. Vous avez sur les sites aussi de l'Union européenne un advisory group pour le business. J'essaie de ne pas le traduire parce que je vais prendre 3 heures à retrouver les bons termes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de leviers qu'il faut exploiter et qui vont permettre de faire vraiment ce rapprochement entre les besoins d'investissement, ceux qui peuvent investir, dans quelles conditions et quels leviers sont là pour les aider. Donc, il faut absolument pousser ces portes. Il y en a plusieurs, comme je le disais, les délégations, le site, pour avoir accès. Vous pouvez participer à l'Advisory Forum aussi. Et c'est tous ces leviers qui vont permettre pleinement d'atteindre ce chiffre de 45 milliards et de débloquer vraiment les investissements sur place. Mais comme vous le voyez, il y a un engagement maintenant, je pense que c'est vraiment le message essentiel, qui va permettre de traduire très concrètement et donc créer ce partenariat dans la durée grâce à ces réalisations. Et tous les moyens ont été mis en place, outre les discours politiques, pour que vraiment, cette fois, l'ancrage soit profond et on aille au-delà de la proximité qui est reconnue pour que ce soit une réalité de terrain de tous les jours. Merci. Ça nous donne... en fait, je pense que peu d'entre nous avaient compris que c'était un ensemble de contributeurs, finalement. Il y a le secteur privé, mais il y a aussi les mécanismes européens, les banques. Et puis, le grand défi, je pense, pour les PME françaises et européennes, ça va être de démêler tout ça et de trouver tous les leviers, les bons leviers qui permettront d'avoir accès à cet argent quand même assez important. Merci pour cette explication. Alors, Madame Florence Pinault, vous allez nous éclairer sur des questions parfois... Merci beaucoup, Geneviève, pour cette invitation. J'ai beaucoup de plaisir à me retrouver ici. C'est un endroit que je fréquente, puis à retrouver certains collègues que je connais et que j'apprécie. Alors, comme je suis la troisième, je vais peut-être un peu bousculer ce que j'avais prévu parce que je voudrais compléter des propos de mes prédécesseurs avec lesquels je coïncide pleinement. Avec ceux de Christophe, quand tu dis, Christophe, effectivement, un bilan qui finalement est en demi-teinte, mais qui a beaucoup d'aspects positifs. Oui, 100 fois 8, je converge avec toi. Et aussi avec Madame, quand vous dites qu'effectivement, l'Union européenne a besoin aussi peut-être de plus de pédagogie verbale. Ça, parce qu'au moment où il y a l'articulation du discours, et on a besoin de ces discours, qu'est-ce qu'on n'imagine pas un sommet sans discours? C'est pas possible dans le ballet diplomatique, mais en même temps, il a besoin après d'être incarné, et souvent on pêche un peu là-dessus. Donc, je vais peut-être vous livrer quelques sentiments qui me sont venus quand je préparais un peu cette intervention. Premier point, ce que j'appelle l'articulation bimulti. Quand on parle, il n'y a rien de plus fascinant. Moi, je suis passionnée par les relations internationales et les affaires internationales. Quand on parle des affaires internationales ou de la politique étrangère d'un pays membre de l'Union, il y a un point qui est fascinant à travailler et à explorer, c'est l'articulation. Ces pays-là, ces 27 pays sont également membres de l'UE. Donc, qu'est-ce que je vais faire quand il faut expliquer qu'est-ce que l'Espagne va faire avec son drapeau jaune et rouge et qu'est-ce qu'elle va faire avec le drapeau bleu? Et là, il y a une foultitude d'arbitrages. C'est un terrain extrêmement intéressant. Et rappelons
rappelons au passage, Christophe l'a signalé, on a quand même là, on a 3 pays du G20 dans ce qu'on appelle le sous-continent latino-américain, donc c'est important. Et puis on a également, donc les 3 pays, on les connaît, Brésil, Mexique, Argentine, et puis on a aussi des pays qui sont quand même des moteurs régionaux. Alors j'en cite que 2 au passage, mais si on pense par exemple le cas de la Colombie, le cas du Chili, qu'on ne peut pas négliger. Donc c'est toute la pertinence de ce qui nous réunit aujourd'hui. Autre point que je voudrais soulever et qui revient à ce qu'on disait avant de ce bilan qui finalement, loin s'en faut, n'est pas du tout mauvais. Je suis tombée l'autre jour sur une étude, il y a un très bel institut, un think tank espagnol qui est l'Institut Sebastián Elcano, du nom du navigateur. Et l'Institut Elcano, il sort régulièrement des rapports, certains sont même en bilingue, et qui dit, le rapport était intitulé à nouveau « Porque importa América Latina ». Pourquoi l'Amérique latine est importante? Et là, effectivement, il disait, attention, sortons de cette narrative défaitiste. Il faut je crois que c'est notre devoir à nous de le rappeler. Il disait, d'après des études, alors vous pouvez les trouver facilement. Toutes les études, les mesures qu'ils ont faites, il y a toujours l'attachement à la démocratie. Bon, bonne nouvelle. Depuis les années 2000, il n'y a eu qu'une crise sur 6 qui a eu lieu en Amérique latine, donc bon, c'est pas si mal, hein. Moi je suis franco-argentine, donc l'Argentine que je suis, bon, c'est pas finalement si mal. Et puis il dit l'Union européenne est quand même toujours le principal débouché pour les exportations latino-américaines de haute technologie, alors que la Chine absorbe plutôt les exportations premières. Et puis il disait aussi, effectivement, c'est quand même le premier fournisseur, l'Union européenne, de matériel militaire, la France pour les sous-marins, si on prend le cas du Brésil, l'Allemagne pour les chars, les Suédois pour les avions, et puis ça reste une destinée très plébiscitée pour les touristes, les étudiants, les migrants, etc. Donc, et puis il finissait par dire, lui espagnol, l'auteur, les entreprises espagnoles, il y en a quand même, finalement, on a essuyé des crises, des récessions, elles sont toutes là. Donc, elles ont débarqué beaucoup dans les années 90, à l'époque de l'Eldorado et des privatisations, mais elles ne sont pas tant reparties que ça. Donc, voilà un petit peu pour l'introduction. Alors, je voudrais maintenant dire 2 mots peut-être sur un sujet, moi, qui me tient très à cœur. C'est ce côté de l'Amérique latine est-elle occidentale? On a tous, si je dis ce mot, on aura tous à l'esprit le fameux ouvrage de Alain Rouquier des années 80, l'Amérique latine, introduction à l'extrême occident, mais il n'en reste pas moins, les amis. C'est que, quand même, vous me direz, il y a eu des colonisations ailleurs, en Asie, en Afrique. Ce qui fait la spécificité de la colonisation de cette Amérique qu'on a nommée latine, à juste titre à mon avis, c'est qu'elle se produit quand même pendant 300 ans, hein, globalement on va dire 1500 à 1810. 300 ans c'est long, où il y a ce gros transfert, hein, et puis qui se fait à un moment où l'Occident entame sa phase de splendeur et de rayonnement maximal, que je ferai durer globalement jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc ça coïncide, cette colonisation par les 2 pays ibériques coïncide à des moments très forts de l'Occident. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'on est tous très secoués par, on va peut-être y revenir après, la non-adhésion ou le manque d'empathie avec la cause de l'Ukraine, sur laquelle il y a beaucoup de nuances. Qu'est-ce qui se passe? Que cet alignement naturel des valeurs, finalement, d'un coup, on a l'impression que la machine s'est grippée et que là, cet alignement qu'on pensée assez automatique, il ne s'est pas produit. Alors je pense qu'effectivement, cette question de l'affinité culturelle entre l'Europe et l'Amérique latine, quelque part, est cause et l'explique un petit peu, parce qu'on s'est habitué à une relation qui, on considérait, allait de soi. Donc on ne l'a pas trop travaillé, pas de menace de l'Amérique latine. Rappelons quand même, par exemple, toute la question nucléaire qui nous préoccupe aujourd'hui avec la Russie, mais qui nous a préoccupé avec l'Iran au début de ce XXIe siècle. Toute la question nucléaire, on a une Amérique latine qui pourtant on a 2 pays qui maîtrisent la chaîne de valeur nucléaire, que sont le Brésil et l'Argentine, qui ont, je crois, des belles coopérations avec l'UE au niveau du nucléaire, mais l'Amérique latine est sur le nucléaire à usage pacifique. Il y a le fameux traité de Tlatelolco qui a toujours été respecté. Donc elle n'a pas, en plus il y a l'éloignement géographique, donc c'est un peu comme si cette proximité culturelle venait corriger cet éloignement géographique. Elle est loin, donc maintenant la quantité de pauvres migrants qui débarquent à Lampedusa, bon, ça semble difficilement reproductible venant d'Amérique latine, vu l'espace
de l'océan. Donc, on a quand même ce sentiment que, qu'est-ce qui s'est passé pour que, depuis le début du siècle, cette impulsion des années 99, on avait parlé d'une alliance stratégique. Alors, peut-être que le mot stratégique, je pense, moi, que ça fait partie un peu du vocabulaire des relations internationales. Peut-être qu'il ne faudrait pas trop en abuser, parce que si vous mettez stratégique à tout, alors finalement, vous n'avez... après, on se situe par nature en deçà des attentes. Mais on a cette Amérique latine pas perçue comme une menace, et bon, il faut reconnaître qu'il y a eu l'énorme effort d'élargissement à l'Est. Mais j'ai souvent l'habitude de dire à mes élèves, quand on a en 1er mai 2004, qu'on a intégré 10 nouveaux partenaires, et c'est formidable qu'on l'ait fait, mais c'est comme un boa qui avalait un éléphant, je veux dire. Et je me rappelle que les Latino-Américains, à la fin des années 90, disaient déjà « Oh, en Europe, les Européens, là, ils vont consacrer leur énergie, elle est limitée, l'énergie. » Elle est limitée, même si vous avez beaucoup de négociateurs. Ils vont consacrer l'énergie à l'élargissement à l'Est. C'était vrai, c'était normal. Donc on a eu des choses qui ont détourné. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Ce paradigme européen qui a battu comme un cœur fort, parce que n'oublions pas qu'une fois les indépendances acquises, on ne coupe pas avec l'Europe. On ne coupe pas du tout avec l'Europe. L'inspiration de l'organisation des États va venir de l'Occident, de l'Europe, États-Unis aussi, mais de l'Occident globalement. Donc, on a tous ces liens. Et qu'est-ce qui va faire que, effectivement, au début là, de ces 2 dernières décennies, on a cette relation qui perd un peu de sa force? Bon, alors je disais, c'est vrai que nous, côté européen, on a fait face, on a été frappé par la crise économique de 2008 et suivant. Un pays comme l'Espagne, extrêmement concerné et actif en Amérique latine, s'est farci des taux de chômage, etc., impressionnant. On a eu la menace, la crise grecque et la menace sur l'euro. On en est sorti pas trop mal. Là-dessus, comme si c'était passé, bon, 2015, on commence avec la menace islamiste en Europe. Après, s'ensuivent les grands flux migratoires. Après arrive, ça nous frappe tous, le cher Covid-19. Et puis maintenant, comme si c'était passé, l'Ukraine, il faudrait peut-être ajouter les tragiques événements qui ont eu lieu en Israël et la bande de Gaza ces 3 derniers jours. Donc, il apparaîtrait un petit peu comme si ce paradigme européen avait un petit peu perdu de sa vigueur, hein, et avait, en se faisant provoqué des petites figures dans l'arrogance européenne. Alors, une certaine arrogance, moi je suis franco-argentine, donc là je parle comme française sans problème aussi. On s'est peut-être trop situé, revenant à la pédagogie, dans une logique de quelque part, on a donné des leçons. Hein. On s'est situé peut-être un peu trop dans la logique donneur-récepteur. Maintenant, les Latino-Américains nous demandent autre chose. Ils nous demandent agir entre pairs. On pourrait dire qu'on a toujours pensé qu'on le faisait, mais on n'était pas forcément sur ce logiciel, n'est-ce pas? Et là, maintenant, en plus, on se retrouve, nous, Français, on se retrouve un peu évincés d'Afrique, évincés du Mali, évincés du Niger. On en prend un coup. Notre fierté nationale en prend peut-être un petit coup. Donc, maintenant, je pense que ça aide à décrypter un petit peu le positionnement des pays latino-américains qui, sous la poussée de cette Chine que Christophe a bien dépeinte, effectivement, finalement deviennent très pragmatiques, disent oui, on reste des proches parents, on a cette proximité qui nous lie, mais taratata, attendez, à l'heure, on va penser chacun nos intérêts, peut-être qu'il n'est pas dans l'alignement systématique, hein, sinon dans des alliances de raison ou ponctuelles avec un tel. Mais attention aux schizophrénies, et là je pense à un pays qui m'est très cher et pour lequel j'ai beaucoup d'amitié et de respect, qui est le Brésil, parce que si on brouille trop les cartes, à un moment, ça peut créer un peu de confusion. Mais peut-être qu'on reviendra là-dessus. Geneviève, je ne sais pas si j'aborde maintenant la question UE-Mercosur ou dans la foulée. Alors, dans la foulée, on parlait de notre arlésienne, en fait. Hein, parce que c'est vrai que souvent, il faut rappeler la longueur de cette négociation, alors que quelque part, elle a prospéré assez vite avec les autres régions d'Amérique latine. Donc, ce que je regardais parmi des chiffres, là, c'est intéressant les chiffres parce que ça révèle quand même des réalités. Je suis tombée sur ce chiffre qui disait, bon, ce n'est pas une découverte, hein, que l'Union européenne, si on signait avec le Mercosur, on aurait
94% du PIB. Alors on parle de PIB parce qu'il y a des pays moins peuplés, plus petits, plus grands. On aurait 94% du PIB latino-américain qui serait couvert par des accords de libre-échange, contre 44% pour les États-Unis et 14% pour la Chine. Alors, je crois savoir là que l'Équateur vient de signer un accord avec la Chine. On a le Pérou qui a un accord avec la Chine. Bon, l'Uruguay en a parlé, mais finalement, moi personnellement, comme regardant ça de l'extérieur, je me disais non, mais c'est pas possible puisque on peut pas négocier en dehors du Mercosur. Donc, le projet s'est arrêté là. Mais donc, cet accord, au fait, moi je pense qu'il a aujourd'hui, alors effectivement, il a contre lui le fait que depuis quelques années, il y a une vraie défiance à l'égard de la mondialisation qui s'est installée partout, mais même chez nous. Rappelons-nous les difficultés qu'on a eues avec, quand à un moment donné, on a parlé du TAFTA avec les États-Unis, c'était 2015, à peu près 2016, et puis après avec le CETA avec les Canadiens, où on avait beaucoup parlé, est-ce que c'était bœuf aux hormones ou OGM, ou les deux? Mais c'était les deux. Hein. C'était les deux. À peu près, en plus, on est dans. Alors, on a effectivement, là où le bas blesse, de toute évidence, c'est le gros... sur le dossier agricole. Mais pour le dire rapidement, est-ce qu'on aurait... Alors, nous, Français, on a je ne sais pas si dire le mérite ou quoi, mais on a la particularité de porter la responsabilité. Chacun va se passer maintenant le bébé de la défaite si l'accord n'a pas lieu, et la France, la toute première, fait figure avec son drapeau, et derrière on aura les Italiens, les Irlandais, les Danois qui se mettront derrière notre bannière anti-Mercosur. Mais donc c'est vrai qu'il y a une bronca. Cela dit, regardons des deux côtés. Quand on a une relation, c'est toujours une relation entre A et B, et des relations internationales, on ne les fait pas en regardant que ce qui se passe chez B. Il faut regarder ce qui se passe des deux côtés. Que vous regardez les migrations, etc., il faut toujours regarder ce qui se passe des deux côtés. Et je pense que quand on regarde du côté Mercosur, on s'aperçoit aussi qu'un pays comme le Brésil, pour l'instant, le président Lula, en espagnol, on dirait patea por delante, où il met les choses un petit peu sous le tapis, mais Lula qui promet, et c'est normal, et c'est bien vu, une réindustrialisation dans son pays, il a quand même peur que cet accord vienne menacer la position des industriels. L'Argentine, elle serait un peu, on a quand même deux pays qui sont de nature protectionniste, l'Argentine, elle serait dans cette position. Cela dit, l'Argentine, en ce moment, alors le Brésil, il a été un peu pénalisé par une absence de la scène internationale pendant l'époque du bolsonarisme. Lula est de retour et il l'a bien fait sentir, mais on s'en réjouit. Et le côté argentin, eh bien, on a eu un gouvernement beaucoup plus zigzagant dans les causes épousées ou rejetées, et puis qui, depuis quelques mois, est quasiment muet en vue du grand rendez-vous électoral qui s'annonce extrêmement complexe dans moins de 15 jours, n'est-ce pas? Alors, ça explique un petit peu cela. Moi, personnellement, pour le côté, la question des accords avec Mercosur, je pense que c'est extrêmement dommage. Alors, peut-être qu'il faut qu'on trouve encore des bonnes façons de l'expliquer du point de vue de l'Europe, parce que vous avez derrière cet accord tout ce que implique comme gymnastique, comme discipline, ces rapprochements internationaux. C'est comme quand vous rejoignez l'OCDE. J'entends encore Miguel Ángel Gurría, le 3 ou 4 fois secrétaire mexicain de l'OCDE, disant finalement, l'OCDE, c'est un club de bonnes pratiques, donc c'est un corset. Alors, soit quand vous adhérez, c'est que vous acceptez le corset. Bon. Et là, avec l'accord Mercosur, on a quand même le sentiment que dans tout ce pan autour même des biens agricoles, dans les questions d'appellation d'origine, la question des normes environnementales, etc., on aurait tant à partager, à se mettre d'accord, et que pour nous, Français, Européens, ça serait une très bonne chose, parce que autant que je sache, peut-être qu'on pourra nous reformer, apparemment la fameuse quota d'importation de viande premium du Mercosur n'est même pas utilisée à 100% par l'Europe. Ça veut dire qu'il y a de la marge, ça veut dire qu'on n'a pas... Donc, moi, pour le Mercosur, je pense que quand je regarde la lettre petite et la microdiplomatie, je pense qu'on a un gisement là de rapprochement et de partage, et j'appelle de mes voeux
une entente. Alors effectivement, il faut que les astres soient alignés. La politique extérieure est souvent dictée aussi par des contraintes intérieures. On voit bien le président français, avant d'aller au salon de l'agriculture, il ne veut pas se mettre à dos les agriculteurs. On peut comprendre tout ce jeu, et Lula, les industriels. Mais vraiment, je pense que ça, il aurait vocation à être. Alors vous imaginez là, du coup, là, en termes de présence d'Europe et sur toute la chaîne de valeur, nos entreprises, il y a des magnifiques entreprises, j'en ai interviewé quelques-unes dans mes recherches, françaises, qui font des petites et qui fabriquent du vaccin biologique, qui travaillent et qui représenteraient des vrais apports. Bon, je m'arrête là, Geneviève, parce que je pense qu'on aura après on pourra refaire des réflexions. Florence, peut-être juste quelques mots sur Lula et BRICS. Alors, Lula, les BRICS. Bon, alors c'est pour ça que je disais une petite schizophrénie. Merci. Bon, je pense, comme quelqu'un disait, c'est que les BRICS sont au fait un club où le coût d'entrée, le ticket d'entrée n'est pas très cher au fait, parce que oui, on compare. Vous avez vu la souffrance de l'adhésion européenne. D'ailleurs, on se fait un peu d'autocritique, parce qu'effectivement, si les pays vont mettre 18 ans, ils vont se fatiguer en chemin. Je veux dire, après, nous, on perd toute crédibilité, on n'arrive pas à convaincre les citoyens, etc. Là, les BRICS, c'est plutôt une adhésion rapide. L'Argentine s'est réveillée découvrant, mais je le dis un peu comme ça, qu'elle était membre des BRICS. Alors encore faut-il voir les résultats des élections, parce qu'il y a au moins un candidat qui a annoncé que il invaliderait ça. Bon, tout peut changer d'ici aux élections et d'ici à la prise de fonction le 10 décembre. Donc je pense que les BRICS, au fait, si on les regarde, on a quand même un club assez inégal. C'est un peu aussi comme ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire un club qui maintenant, on a quand même un pays qui pèse extrêmement lourd en termes surtout de PIB, qui est la Chine. Démographiquement, il s'est fait rattraper et dépasser par l'Inde, mais en termes de PIB, c'est la Chine. En même temps, on voit bien qu'on a quand même cette rivalité sino-indienne, c'est-à-dire la Chine qui utilise les BRICS pour freiner et contrecarrer l'Inde, et qui utilise aussi ses routes de la soie, et puis une Inde qui utilise les BRICS pour, elle, contenir la Chine. Donc, pour ce qui est du Brésil, c'est pas surprenant, je pense, que le président Lula, en revenant, se soit porté pour la permanence et s'affirme dans le club. Alors, le club, il a, vous le savez comme moi, il a sa banque de développement. Madame Dilma Rousseff, la présidente empêchée du Brésil, s'est vu confier la présidence par le même Lula dès qu'il a été nommé. Et puis il y a un mécanisme de comment on l'appelle? Attendez, j'avais un mécanisme censé corriger des situations de paiement entre les pays. Mais effectivement, d'un côté, on se dit, on a un peu l'impression qu'il y a ça dans le discours de Lula. Oui, c'est de la liberté. Les BRICS, parce qu'ils ne nous enquiquinent pas comme les Européens, avec leur discipline très contraignante, et ils ne vont pas nous embêter avec les clauses démocratiques, avec la corruption, avec ce type de choses. Bon, effectivement, de ce côté, ça paraît plus souple, mais je pense surtout que les BRICS, c'est bien que le Brésil y reste. Si l'Argentine et les autres pays le rejoignent, c'est très bien. Notons au passage que l'Indonésie, on lui a proposé, mais elle a préféré, elle, rejoindre l'OCDE. C'est tout à fait intéressant, l'Indonésie qui a quand même accueilli le G20, etc. Et donc, les BRICS, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on a le poids écrasant de la Chine, et on a une Chine, mais ce n'est pas un reproche. Elle fait bien son boulot. Et là, d'abord, ils ont une vision de long terme que nous lui reconnaissons tous, et c'est un pays qui est en train de guider sa stratégie pour un upgrading au niveau intérieur, en matière de consommation, de production, et puis au niveau international, pour muscler sa position en fonction de ses intérêts, pas forcément les intérêts du Brésil. Alors, il faut reconnaître quand même que pour le Brésil, par exemple, et l'Afrique du Sud, à un moment, ils ont traversé, à partir de 2014, vous avez tous entendu parler de même, on appelait une récession brésilienne. L'Afrique du Sud était à peu près dans la même situation, je connais moins bien. Et les BRICS leur a quand même permis d'exister, c'est-à-dire de la présence dans ce type de forum permet de ne pas être isolé à un moment où votre économie marche mal, où vous pouvez être peut-être endetté, où vos consommateurs sont au ralenti, etc. Donc oui, bien pour y être, mais je pense, je ne sais pas si on échangera là-dessus après, c'est vrai que le positionnement d'un président Lula
tellement attaché à la démocratie, on attendrait de ce côté de l'Atlantique une position un peu plus claire concernant le conflit ukrainien que celle qu'il a adoptée. Donc, quand vous regardez encore l'articulation de l'économie brésilienne avec l'Europe est encore très forte en matière d'investissement, même d'export-import, même si les Chinois sont devenus le premier client, le premier fournisseur. Donc, je ne sais pas jusqu'où on peut jouer sur ces deux lignes. Il y avait, vous connaissez peut-être tous sûrement, Castañeda, un très bel intellectuel mexicain qui était d'ailleurs ministre des Affaires étrangères et qui disait il n'y a pas si longtemps avec ses hésitations je suis oui mais je t'aime moi non plus qui disait bon finalement non dans les relations internationales on ne peut pas ne pas être avec personne, on a forcément des amis et avec qui on est ça parle de qui on est donc ne nous berçons pas par cette idée de non, je ne m'engage pas, je ne pousse pas ma condamnation trop loin, etc. Alors il est vrai que si on regarde avec les BRICS, effectivement, même, et là je passe des BRICS au G20, ce qu'on avait obtenu dans la déclaration du sommet UE, Amérique latine, Caraïbes, UE-CELAC du mois de juillet, c'est-à-dire une mention de l'Ukraine avec l'idée d'une guerre contre l'Ukraine, ce qui a fâché les Nicaraguayens, et bien finalement au G20, on a sacrifié un petit peu cette nuance sémantique pour parler de la guerre en Ukraine sans forcément dire quel rôle joue chacun. Et donc voilà, peut-être qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. Je passe à... Merci Florence. Alors on va maintenant parler industrie, un grand groupe et qui est très présent en Amérique latine et qui s'intéresse particulièrement aux énergies renouvelables. Merci Martin. Merci à vous pour l'invitation. Geneviève Desrivières m'a proposé de faire quelques petites slides de support. Donc je vais vous parler effectivement d'énergie, de la transition énergétique dans la zone Amérique latine et Caraïbes. Les deux ont leur spécificité et sont intéressantes à regarder. D'abord, quelques constats, un peu de contexte, pour dire qu'avec 67% de sa génération électrique qui est d'origine renouvelable, l'Amérique latine fait vraiment figure de bon élève en termes de transition énergétique, parce qu'elle hérite d'un parc renouvelable très très important, et c'est de loin, quand on regarde les différents blocs régionaux, c'est de loin l'Amérique latine qui a le plus grand taux de pénétration d'énergie renouvelable dans son mix électrique. Quand on regarde plus précisément et qu'on enlève l'hydroélectricité sur laquelle je reviendrai un petit peu, on voit que la performance est beaucoup plus mitigée, puisque on a un constat finalement assez paradoxal. D'abord, le constat du potentiel, le potentiel de développement des énergies renouvelables et donc de la transition énergétique en Amérique latine, il est très très fort. Pourtant, ce potentiel a été encore peu exploité aujourd'hui. Et un paradoxe, c'est que l'Amérique latine fait partie des régions dans le monde où on voit que les impacts du changement climatique sont les plus visibles. Donc, potentiel est là, et on va parler de ça, puisqu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur les énergies renouvelables, notamment dans cette région-là. Peut-être rappeler que d'abord, le potentiel, il est lié à deux éléments. Il est lié d'abord à la ressource et il est lié à sa géographie. Donc la ressource, elle est extraordinaire en Amérique latine. Vous avez tout simplement la zone où vous avez le meilleur ensoleillement au monde. Si vous allez au nord du Chili ou au nord de l'Argentine, vous ne pouvez pas trouver un endroit dans le monde avec une meilleure irradiance pour produire de l'électricité solaire. Environ à 1000-1500 mètres d'altitude, avec un ciel dégagé 350 jours par an. Vous avez tout simplement le meilleur rendement de vos modules. Si on prend l'exemple de l'éolien, vous allez au nord-est du Brésil, ou vous allez dans certaines zones de l'équateur. En Équateur, je regardais les chiffres de disponibilité d'une centrale dans la région du sud de Loja,
et on était à 97%. C'est-à-dire 97% du temps, la turbine fonctionne. Donc vous avez des taux de charge, comme on dit en français, qui sont extrêmement bons. La géographie est bien sûr extrêmement favorable également, puisque vous avez beaucoup d'étendues, un territoire très vaste, et par rapport à beaucoup d'autres régions dans le monde, dans les endroits où vous avez la meilleure ressource, il y a assez peu de conflits avec d'autres usages des sols. Donc ça, c'est pour le constat. Il y a une volonté politique, je ne vais pas y revenir. Là, j'avais juste noté le fait que, alors déjà, quand on regarde la perspective 2050, il y a beaucoup de pays qui ont pris l'objectif de neutralité carbone et d'être net zéro en 2050. C'est toujours intéressant de regarder les objectifs un peu plus court terme, qui sont bien sûr un peu plus engageants. Et là, en août 2022, vous avez une quinzaine de pays qui ont fait une déclaration commune pour atteindre 70% de leur parc, de leur mix électrique d'origine renouvelable d'ici 2030. Et c'est des pays très variés qui incluent la Bolivie, la République dominicaine, l'Équateur, le Guatemala, y compris Haïti ou encore le Honduras. L'hydroélectricité, j'en ai un petit peu parlé pour dire que c'était effectivement le gros de cette ressource renouvelable aujourd'hui. Donc c'est une ressource beaucoup plus conventionnelle. Et malheureusement, c'est une ressource qui est elle-même chahutée par le changement climatique. C'est une ressource qui est extrêmement vulnérable à la hausse des températures, à la variabilité de l'hydrométrie. On a des pluies de plus en plus extrêmes, très fortes, et également à la fonte des glaciers. Donc on n'a pas une perspective de développement de l'hydroélectricité qui est importante, et on le verra sur la prochaine slide. Et un dernier mot de constat pour dire qu'il ne faut pas se limiter à parler de la transition énergétique à travers les énergies renouvelables. Moi, c'est mon métier, donc j'aurais tendance à ne parler pratiquement que de ça, mais il y a plein d'autres éléments qui vont participer. Il y a bien sûr les biofuels. On pense au Brésil, qui est un pays très très bien positionné, puisqu'il a toute une historique par rapport au développement de l'éthanol, et l'hydrogène vert, et je vais y revenir, parce que là, il y a un lien très direct entre l'hydrogène vert et le développement des énergies renouvelables. Ce slide, juste pour vous montrer qu'on est sur un temps long. Là, c'est une tentative de projection sur les 10 à 12 prochaines années du mix électrique de la région. Donc la part de la génération d'origine thermique, on voit qu'elle diminue, mais extrêmement lentement. Il faut vraiment se mettre à l'extrême droite du graphe de gauche pour voir que les deux premières couleurs, c'est-à-dire les plus nocives, hein, qui sont le charbon et le pétrole ou le diesel dans l'utilisation de la génération électrique, auront pratiquement disparu, mais ça prend du temps. Donc d'où l'importance de prendre des engagements aujourd'hui, parce que on ne décommissionne pas des installations électriques comme ça. C'est des installations qui ont des durées de vie qui se comptent en dizaines d'années. La part de l'hydroélectricité, ça c'est le graphe de droite, baisse également. Et donc c'est les énergies renouvelables non conventionnelles, celles qu'on voit en haut, qui vont prendre progressivement la part du lion, ou qui vont finalement venir compenser. Donc là, on le voyait en 100%, mais il faut aussi se dire que la demande va augmenter, parce qu'on est dans des pays où non seulement la croissance de la demande électrique est plus forte qu'en Europe, mais on a aussi l'effet qu'on a en Europe, où on a une électrification de la demande, des besoins. Donc les deux effets vont se cumuler. Ici, c'est une slide pour vous montrer, pour parler 2 minutes de l'hydrogène vert. Donc l'hydrogène vert, ça consiste à produire de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau. Donc pour l'électrolyse de l'eau, il faut de l'électricité. Et donc l'objectif, c'est de produire cette électricité à partir de solaire ou d'éolien, et donc d'avoir une électricité propre et donc un hydrogène vert. Alors, compte tenu de tout ce qu'on a expliqué avant, c'est-à-dire la grande disponibilité des terres, la ressource l'une des meilleures du monde, naturellement, on se dit, le jour où l'hydrogène va être compétitif en tant qu'hydrogène vert, l'Amérique latine a un positionnement très stratégique. Et il a un positionnement très stratégique à plusieurs titres, non seulement parce qu'effectivement, il va être compétitif en termes de dollars par le kilo d'hydrogène, et il est également stratégique par son positionnement où il est vraiment entre les deux bassins, le bassin Pacifique et le bassin Atlantique, et
beaucoup de ces gros projets d'hydrogène vert, qui se comptent en gigawatts, sont non pas faits pour la demande ou uniquement pour la demande intérieure. Il n'y a pas assez de demande dans les zones où on produira cet hydrogène vert, mais pour de l'export. Donc d'avoir cette capacité stratégique à, au sud du Chili ou de l'Argentine, aller vers l'un ou l'autre des bassins, ou plus au nord utiliser le canal de Panama pour basculer de l'un ou l'autre, c'est effectivement un atout très fort. Donc, quand on regarde la somme des projets qui sont annoncés, on parle de 3,5 millions de tonnes de projets cumulés sur un marché, et c'est pour ça qu'il faut être toute proportion gardée, qui fera aux alentours de 130 millions de tonnes. Donc on reste relativement faible en termes de part de marché, mais il y a cet avantage compétitif qui intrigue, et donc un positionnement très intéressant. Et on parlait de diplomatie tout à l'heure, et notamment des Allemands. Les Allemands ont un intérêt très fort à développer l'hydrogène vert. Pour eux, ça a été une réponse quasi immédiate à la quasi-suppression du gaz russe, et donc ils se sont très vite positionnés sur une diplomatie économique envers les projets d'hydrogène vert en Amérique latine. Donc voilà, juste pour donner un dernier chiffre pour que vous mesuriez l'importance de ces projets s'ils se réalisent. Je dis s'ils se réalisent, qu'il y a encore beaucoup d'enjeux. On parle de projets pour des productions 2028-2030. Si on regarde un seul des plus gros projets au sud du Chili, donc on en a regardé un certain nombre, c'est 50 à 100 000 hectares d'emprise au sol pour produire les quelques gigawatts de capacité, en l'occurrence éolienne, pour ensuite produire l'hydrogène qui sera exporté. Donc est-ce que ça va être acceptable, c'est aussi une question, mais en tout cas, c'est un des rares lieux dans le monde où on peut vraiment participer à décarboner, non seulement participer à décarboner cette zone du monde, mais indirectement l'Europe, l'Asie, à travers ces exports d'hydrogène et de produits dérivés, le méthanol, etc. Moi, j'aime bien quand on s'intéresse à un pays ou à un nouveau projet, donc cette carte qui est faite par la COFAS. Il y a plein bien sûr d'organismes qui en font d'autres similaires. Donc la Country Risk Assessment Maps, parce qu'elle donne une évaluation du risque de défaut dans les affaires sur une zone particulière. Donc, juste un petit constat pour dire que, enfin deux constats plutôt, pour dire que d'abord, c'est une zone complexe pour le développement. C'est une zone où les notes qui sont données dans ces pays, en moyenne, parce qu'il y a une variation bien sûr assez forte d'un pays à l'autre, ne sont pas très bonnes. Je pense qu'en moyenne, on est autour de la note C, donc c'est risque élevé. Et ça explique en partie pourquoi on ne va pas plus vite, je pense, dans la transition énergétique, parce qu'il y a des freins. Et c'est justement là où c'est intéressant de voir les initiatives publiques qui sont faites, et notamment Global Gateway, parce que je pense qu'elles vont participer à faire aussi sauter un certain nombre de freins ou de verrous. Le deuxième constat qui est pour le coup peut-être plus positif, c'est qu'il n'y a pas eu de dégradation. Là, c'est trois cartes similaires qui regardent les 2 dernières années de l'évolution donc du risque, et finalement on voit qu'il y a 2 pays qui ont évolué négativement, c'est le Chili et la Bolivie. Leur rating a légèrement baissé, et il y a eu une amélioration sur le Brésil. Donc il y a une certaine stabilité, et c'est vrai, on en a parlé, il y a une présence européenne qui est forte malgré ce contexte assez complexe de business, par la proximité culturelle, et c'est vrai qu'on est dans le secteur en tout cas des renouvelables, mais je pense de la transition énergétique en général, on s'écarte de la dépendance aux États-Unis. Les Américains ne sont pas très présents sur le secteur des renouvelables. On s'écarte de la dépendance à la Chine, où les Chinois sont très présents, mais essentiellement pour pousser leurs produits. Donc c'est vu quand même d'un œil relativement méfiant de la plupart de ces pays sud-américains, et il y a une très très forte confiance de ces pays-là vis-à-vis de l'Europe, et donc on retrouve énormément de sociétés françaises, espagnoles bien sûr, italiennes ou allemandes, à la fois dans l'ingénierie, à la fois dans la construction, et bien sûr aussi dans le domaine financier, parce que toute cette industrie est très capitalistique.
2 mots sur Global Gateway, ça a été bien sûr très bien présenté. J'ai voulu regarder un petit peu la typologie des projets et je trouve ça très intéressant parce qu'on retrouve donc un peu cette diplomatie économique dont on parlait tout à l'heure avec un accent qui est très fort sur l'hydrogène vert. Donc pour pousser, et c'est normal hein, parce qu'on est en avance de phase. Aujourd'hui, si on n'est pas là pour pousser ces projets-là, ils ne vont pas se faire parce que naturellement, on est dans une industrie nouvelle. Il y a encore une courbe de baisse des prix ou des coûts qui est nécessaire à atteindre pour atteindre non seulement la compétitivité par rapport à l'hydrogène gris, mais aussi d'une certaine mesure par rapport à l'hydrogène bleu. L'hydrogène bleu, c'est l'hydrogène gris dont on capte le CO2. Donc, il faut pousser cette technologie. Et il y a un autre élément qui m'a surpris positivement, c'est vraiment l'investissement envers des projets de renforcement du réseau électrique. Parce qu'on parle beaucoup des renouvelables, mais en fait, faire beaucoup de renouvelables, au bout d'un moment, ça perturbe les réseaux. Le Chili est bien positionné pour le savoir. Aujourd'hui, vous avez énormément de capacités solaires qui sont concentrées dans le nord du pays et vous n'arrivez plus à faire parvenir les électrons dans la zone de Santiago qui concentre à peu près 50% de la demande. Donc, il faut renforcer les réseaux. Nous, on a donc développé un projet au Honduras qui fait 110 MW éoliens en début d'année, ça a été annoncé. Donc c'est environ 5% de la capacité de la demande du pays. Donc c'est très bien, on a un vrai impact par rapport à des pays comme le Honduras. Et le gouvernement nous a dit, si vous voulez le faire, il faut construire 100 km de lignes. Et effectivement, on rentre dans une logique où pour faire un réseau, pour faire un projet important maintenant, il faut aussi construire l'infrastructure. Mais ce n'est pas le métier, forcément, c'est pas les mêmes industriels qui interviennent sur la génération électrique et les infrastructures. Voilà. Donc, je pense qu'on est à peu près dans les temps pour quelques conclusions. Donc, le potentiel de l'Amérique latine, il est, je l'ai dit, il est vraiment là. Tous les éléments sont là. Je pense notamment, c'est directement corrélé à la ressource, hein, le prix de l'électron. Donc, aujourd'hui, vous avez un mix électrique qui a de l'hydro qui commence à souffrir un petit peu, de la dépendance à du charbon dont la plupart des pays veulent se défaire, de la dépendance à du gaz dont ils sont pas tous ces pays ne sont pas propriétaires de gaz, donc ils veulent également avoir plus d'indépendance énergétique et ils ont pris des engagements très forts sur le plan international pour avoir une électricité plus propre. Donc tous les éléments sont là pour que ce potentiel se développe et se matérialise. Je voulais également préciser, je ne l'ai pas dit, et c'est le deuxième point, qu'il ne faut pas mettre tous les pays dans le même sac. On a des pays qui sont beaucoup plus avancés en termes de dérégulation des marchés électriques que d'autres. Et donc, il faut savoir adresser les besoins pays par pays. Vous avez un groupe de pays qu'on appelle semi-dérégulés. C'est le Chili, le Pérou, la Colombie, le Mexique, où vous avez une multitude d'acteurs, d'acheteurs d'électricité. Et ça, c'est avec un marché spot qui a également, je dirais, sa place. C'est des pays qui sont à traiter différemment des pays régulés où vous avez un acheteur pratiquement unique de l'électricité. Le financement, donc on l'a vu à travers Global Gateway, à travers de l'argent public ou soutenu indirectement par des organismes multilatéraux, il est clé, non seulement pour atteindre des pays plus compliqués, ceux qui ont les couleurs qui tendent vers le orange sur la carte qu'on voyait tout à l'heure, et où les besoins sont quand même importants, mais aussi pour des projets d'infrastructures type transmission ou de projets nouveaux comme l'hydrogène vert. Donc sur cet hydrogène vert, il y a un positionnement unique et donc nous on est vraiment, on pense que Global Gateway arrive vraiment au bon moment. Voilà. Merci beaucoup, Martin. C'est très clair et ça promet. Et ça nous dit aussi que finalement, je pense que votre groupe va jouer un rôle clé pour amener les plus petites entreprises à poursuivre ces opportunités. Et puis aussi, ce que ça nous dit, c'est que les pays latino-américains vont de plus en plus exiger que ce soit de global chain, hein, que ce ne soit pas que faire un projet et le laisser, mais bien bâtir les aider à bâtir les réseaux et bâtir la sustainability. Et ça, c'est très important.
Très important. Alors, je suis sûre qu'il y a des questions. Alors, on va passer aux questions et mon collègue va m'aider à passer le micro. Alors, l'ambassadrice a une question. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je tiens à remercier de cette rencontre parce vraiment, on sort avec une analyse assez encourageante et optimiste de notre relation entre l'Amérique latine et l'Union européenne. Et vraiment, ça nous a donné aussi, ça nous a apporté une analyse très claire et des sujets ou des données très importantes qui nous aident pour notre travail. D'ailleurs, j'ai pris plein de notes. Mais je voudrais aussi signaler que l'importance de tenir compte d'un éventail un peu plus varié et plus large de pays, avec des différentes réalités et des différents engagements et situations. On perçoit souvent une vision basée sur les grands pays, évidemment. On nomme toujours les mêmes, l'Argentine, le Brésil, bon, je ne vais pas répéter, mais ils ont déjà été cités. Mais ce n'est pas du tout courant d'entendre des mentions qui considèrent les asymétries. Et ce principe auquel on tient beaucoup au Paraguay, celui de responsabilité partagée mais différente. Le Paraguay est un pays enclavé, comme on dit en français, mais dans la conception des Nations Unies, sans littoral maritime, comme on dit, en développement, avec toutes les conditions que cela nous impose, des avantages, mais aussi des avantages si on le regarde d'une façon plus optimiste, parce qu'on est en plein milieu du continent. Mais cependant, on est une des économies les plus stables de la région, avec la monnaie la plus stable depuis 80 ans, depuis quelques jours, producteur d'énergie renouvelable 100% propre et renouvelable, avec 2 gros barrages, Itaipu et Yacyretá, que vous connaissez certainement. Pourtant, le Paraguay n'a pas été cité. Nous sommes aussi des exportateurs d'aliments et dans un contexte d'insécurité alimentaire, ce qui nous donne un très grand potentiel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire noter aussi, visibiliser aussi les réalités des autres pays qui ne sont pas les plus développés ou les plus grands du continent. Nous avons besoin d'élargir nos alliances, nous avons besoin d'accueillir plus d'investissements. L'Union européenne est un grand investisseur, mais il est surtout un des plus grands coopérants du développement du Paraguay. Et on garde encore l'espoir pour l'accord Mercosur-Union européenne parce qu'on a vraiment besoin de créer beaucoup plus d'emplois pour lutter contre les inégalités et la pauvreté. Pour finir, en ce qui concerne la transition écologique ou énergétique dans le continent, je voulais partager avec vous qu'on vient d'avoir la première réunion ministérielle à Costa Rica dans le cadre du programme pour l'Amérique latine de l'OCDE et qui est justement la première réunion ministérielle du pilier de la durabilité environnementale. Et là, on a approuvé un plan d'action qui nous permettra, entre tous les pays, de travailler ensemble pour avoir une action commune qui nous interpelle maintenant avec les urgences climatiques. Voilà, merci beaucoup. Merci, ambassadrice. Et je vois qu'il y a quand même une mention dans la liste de Global Gateway de quelques projets pour l'Uruguay. Mais c'est vrai qu'on a tendance à toujours se focaliser sur les plus grands pays, c'est vrai. Alors, voilà notre ami César Ortiz, membre du conseil d'administration de France Amérique. Oui, bonsoir. J'ai trouvé toutes vos présentations très, très intéressantes, très pertinentes par le temps qui court.
Hein, et je crois que, bon, finalement, on a parlé que les événements récents depuis quelques années que Florence a cités ont changé un peu la vue de l'Europe elle-même, de l'Union européenne. Hein. Et suite à ça, je crois qu'on tombe sur un contexte donc de géopolitique de la supply chain, hein, qui nous amène à revoir au niveau européen comment est-ce qu'on va faire face à l'avenir. Aujourd'hui, malheureusement, cette supply chain qui était d'abord pour les masques, après pour les médicaments, après pour les autres domaines, maintenant, malheureusement, s'étend aussi à la défense. Hein. Donc on est dans une autre réalité européenne. Hein, et dans ce contexte-là, je crois qu'il faut trouver ce que moi j'appellerais modestement une sémantique commune entre l'Union européenne et l'Amérique latine sur des gros sujets. Hein, et on a parlé d'un gros sujet, aujourd'hui c'est le changement climatique. Hein, changement climatique, ça nous amène effectivement à l'accord de Paris, ça nous amène à los objectifs de développement durable. Mais dans ces changements climatiques, il y a essentiellement beaucoup à dire et à faire sur l'énergie. Et dans l'énergie, parlons à nouveau de cette sémantique commune. Hein, il y a des sujets comme l'hydrogène qui a été évoqué, des sujets comme les batteries, des sujets comme le stockage, les sujets de la voiture électrique. Hein, et dans tous ces sujets-là, par exemple, on ne peut pas éviter de se rendre compte que l'Europe a pris des positions hein, pour faire X gigawatts d'électrolyseurs, par exemple, au niveau européen. Et pareil pour les batteries. Hein, mais qu'est-ce qu'on constate au niveau européen? Chaque pays dit, moi je veux tant de quotas pour faire l'électrolyseur chez moi, l'Allemagne, la France, l'Espagne, etc. Et pareil aussi, on a des annonces pratiquement tous les jours qu'on va sortir une méga factory pour faire la batterie, ici, là-bas, etc. Donc dans ces contextes-là, qu'en Europe même, on a, je dirais, ce type de situation, comment est-ce qu'on peut interagir correctement en Amérique du Sud? On parle par exemple de lithium, mais le lithium, c'est essentiellement aujourd'hui raffiné en Chine. Est-ce qu'on va demain dire non, on va le raffiner en Europe? Ou est-ce qu'on peut envisager de le raffiner, par exemple, quelque part en Amérique du Sud? Je dirais pas forcément au Brésil, mais quelque part, c'est pas de l'Argentine aussi. Mais il faut, à mon avis, changer de logiciel plutôt que simplement exporter lithium et dire on a de bonnes conditions, de bons prix. Et donc ça m'amène aussi, donc, à nouveau pour l'histoire de la renouvelable, ça fait partie effectivement du changement que nous voulons, mais sachant que l'électricité, ce n'est qu'une partie du problème. Le mix énergétique, c'est fortement malheureusement encore du pétrole. Hein, là, quand on parle d'électricité, c'est très bien, mais il y a un autre volet qu'il faut aussi aborder, qui est le pétrole. Qu'est-ce qu'on fait avec les transports? Hein, et malheureusement, dans ce domaine-là, ça passe pas bien. Et finalement, pour conclure, et ça c'est un peu la question que j'ai, en parlant de renouvelables et tout ça, c'est l'atténuation. Mais je voudrais savoir si, à niveau européen, qu'est-ce que c'est prévu parmi ces 45 milliards pour les domaines d'adaptation? Est-ce qu'il y a des fonds destinés à l'adaptation en Amérique latine de la part de l'Europe? Madame Drésa-Ounès, Alors, comme je le disais, effectivement, c'est par différents fonds qui peuvent exister. Donc, le fonds sur le développement durable plus, ça s'appelle comme ça, c'est pas très élégant, mais c'est comme ça. Il y a des fonds, effectivement, qui sont prévus pour l'adaptation au changement climatique. Alors, j'ai pas les chiffres en tête hein, pour vous les donner. C'est pour ça que c'est important à chaque fois de regarder les différents programmes, de surveiller les appels d'offres et les objectifs thématiques, pour voir effectivement quel type de projet, sous quel angle on peut obtenir des financements, parce que chaque programme n'est pas interchangeable là-dessus. Mais l'idée, c'est qu'effectivement d'avoir le reflet dans les financements des politiques européennes, qu'elles soient, je dirais, au niveau des 27 ou en dehors, parce qu'il y a une cohérence qui est très importante, et en matière de changement climatique, surtout dans ces volets internationaux, avec aussi, puisqu'on a quand même parlé d'accords commerciaux, l'importance maintenant dans les accords commerciaux de la nouvelle approche européenne d'avoir cet ancrage à la fois sur les accords de Paris, mais aussi sur d'autres engagements. C'est quelque chose qui est reflété, qui est traduit finalement. Les budgets ne font que refléter les engagements politiques. Donc oui, dans le EFSD+, vous avez des éléments pour l'adaptation. Philippe, peut-être, on va donner la parole à l'ambassadeur Rouré. Vous aviez une Est-ce qu'on peut apporter le micro
pour ces commentaires, ambassadeur Roulet, très sincères. Je ne sais pas à qui demander de répondre. Qui voudrait répondre par certains commentaires? Madame Drézet. Valérie, est-ce que vous avez juste un petit complément pour faire écho à ça. Effectivement, je crois que le changement de paradigme dans l'ensemble de Global Gateway, c'est de dire on sort de cette logique de coopération qui a laissé, surtout selon les continents, des goûts amers, on va dire les choses très clairement, et d'être vraiment dans l'échange d'intérêts. Je crois que la carte est parlante en soi, parce qu'on voit, évidemment, chacun trouve son intérêt, sinon... Voilà, il faut bien une zone de rapprochement, mais que c'est vraiment la mutualité et l'échange est beaucoup plus présent. Et le fait, dont on parlait, on a déjà parlé des voitures, on parlait aussi du lithium, du Chili, entre capacité, effectivement, enfin production, extraction plutôt, et raffinage, puisqu'on sait tous que c'est en Chine que ça se fait. Donc l'Europe, effectivement, on se donne des objectifs de raffinage en Europe, mais évidemment, ils sont... du fait même qu'ils ne sont pas à 100%, ça appelle à trouver d'autres partenaires et les bons partenaires, selon les valeurs, enfin tout ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est là aussi où on redessine la carte. Pour pas vous répondre, parce que je ne suis évidemment pas porte-parole ni de la France ni du MEDEF, mais juste pour voir certains contacts qu'on a eus avec le MEDEF, notamment parce que cette question a été, pour ne révéler aucun secret, souvent posée. Quel sera votre positionnement sur le Mercosur, en particulier en amont de la présidence espagnole du Conseil de l'Union où on est actuellement? C'est vrai qu'il y avait une grande prudence. Alors, je vais dire que c'est peut-être sous l'angle de la faisabilité politique qui les amenait à cette prudence. Je note aussi qu'aux universités d'été, qui étaient en début septembre du MEDEF, il y avait une volonté un peu plus affichée de parler accords commerciaux, bénéfices et réalités. J'ai parlé notamment avec eux du CETA, hein, j'en parlais avec certains d'entre vous, je veux dire, par rapport à certaines peurs qu'il y avait, compris dans le domaine agricole, et quand on regarde les chiffres de 5 ans d'application provisoire, il y a de quoi changer le discours, en tout cas de montrer. Mais bon, long is the road dans la matière. Hein. Même avec les chiffres, le recul de 5 ans, on voit très bien que la rationalité du débat n'est pas encore là. En tout cas, eux, ils ont une volonté peut-être de parler un peu plus de cet aspect qui peut contribuer à toute la projection des peurs, de dire voilà, vous aviez les mêmes projections, regardez où on est là-dessus. Est-ce que ça peut injecter suffisamment de rationalité dans d'autres débats plus actuels? Là, je ne me prononcerai pas. Avez-vous quelques mots à ajouter? Puis je demanderai peut-être à Martin de nous donner sa perspective aussi.
Hop. Oui, il y a eu tellement de sujets qui, chacun mériterait des longs développements, mais 2-3 petites choses comme ça au débeauté. La première, c'est que la piste, je crois, c'est le fait que, encore une fois, les Latino-Américains puissent sortir de ce qui caractérise leur insertion dans l'ordre économique international, c'est-à-dire gisements, fournisseurs de matières premières, sortir de la ligne de l'extractivisme, en fait, de l'extraction des matières premières, pour aller, je disais tout à l'heure, vers des filières productives souveraines, autonomes. C'est un peu ça la piste, à mon avis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des choses assez concrètes. Il faut pouvoir construire des relations commerciales qui permettent, des transferts de technologies, qui permettent, 2, les accompagnements en matière de recherche et développement, des centres de recherche, de la formation de personnel qualifié sur place, en particulier tout ce qui est technicien, tout ce qui est ingénieur. C'est ça qu'il faut construire comme projet dans la relation avec les Latino-Américains. Et aujourd'hui, c'est ça, à mon avis, qui est à l'ordre du jour de la manière dont on peut évoluer l'investissement européen là-bas. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler, à mon avis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose comme ça, sur laquelle je réagis, bon, la France. Merci, monsieur l'ambassadeur, parce que c'est vrai que souvent, on est de moins en moins habitué à être interpellé en tant que tel, et c'est intéressant. Le problème, c'est que la France, un peu vis-à-vis de l'Amérique latine, vit un peu sur ses lauriers d'une certaine manière, c'est-à-dire sur une histoire, sur tout ce qu'on connaît, etc. Mais effectivement, aujourd'hui, on doit dire qu'on est dans une période qui est plutôt, la ligne de flottaison est assez basse. On ne peut pas dire que l'investissement de la France en Amérique latine depuis au moins ces 5-6 dernières années ait été si forte. Il n'y a pas, je vais être un peu provocateur, mais il n'y a pas un intérêt marqué pour l'Amérique latine spontanément, naturellement, aujourd'hui dans le gouvernement français. Et on sait que en France, en particulier dans la Ve République, l'investissement présidentiel dans la politique étrangère est déterminant pour les impulsions. Or, ce n'est pas spontanément la région d'intérêt. Et il y a eu des périodes avant, avec des hauts, des bas, etc. Mais là, on est plutôt dans quelque chose comme ça. Alors peut-être ça va changer un petit peu, au gré de tout ce qu'on s'est dit ce soir, au gré aussi peut-être de relations interpersonnelles, ça compte, qui ont pu avoir lieu ces dernières années, etc. Bon, tout ça peut jouer, mais je crois que c'est ça qui explique un petit peu la panne française, sur le plan politique, en tout cas aujourd'hui. Et sur le Mercosur, là aussi je rebondis, c'est compliqué cette affaire-là, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, et aussi parce qu'il faut comprendre à l'inverse que si l'Europe se dote aujourd'hui d'un certain nombre de normes, d'obligations, de conventions qu'elle veut adopter pour définir sa relation avec les autres, il est clair que du point de vue européen, il faut défendre cela par rapport à des pays qui n'ont pas encore ces normes-là. Ça, on ne peut pas en vouloir à l'Union européenne, à mon avis. Mais par contre, ce qui doit accompagner ça, me semble-t-il, c'est le fait que dans ce cas-là, on ne peut pas s'en tenir à un discours sur « vous n'êtes pas au niveau, donc vous n'entrez pas ». D'une part, certains ont raison de nous rappeler que ce que font les entreprises européennes qui n'ont pas le droit de faire certaines choses en Europe le font là-bas et que ça revient dans les circuits, c'est pas faux. Et deuxièmement, qu'il faut accompagner les filières productives latino-américaines pour que précisément il puisse y avoir une montée en valeur, en gamme, dans les productions qui sont exportées après sur le marché européen. Et la responsabilité européenne, dans un nouveau commerce qu'elle veut disons, systématiser avec ces nouveaux partenaires fiables, on doit anticiper ça pour éviter les blocages, en quelque sorte, qui font qu'on n'avancera pas dans les négociations. Merci Christophe. Martin, peut-être juste votre perception comme entreprise française vis-à-vis votre est-ce que vous vous sentez constamment appuyé et aussi encouragé à en emmener d'autres entreprises françaises dans le marché latino-américain? Oui,
un appui du gouvernement, et notamment via le réseau des ambassades, des conseillers économiques dans tous les pays. Il y a une forte présence diplomatique française dans tous ces pays-là, et on sent qu'il y a un appui. Maintenant, je pense qu'il faut quand même se rappeler que la transition énergétique, elle se fait à partir de capitaux privés. Donc on ne peut pas non plus exiger du gouvernement qu'il investisse dans des projets de transition énergétique à l'étranger. Enfin, en tout cas, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Il y a des initiatives qui vont pousser, mais globalement, le gros de l'investissement, il est privé. Et donc, peut-être sur le positionnement des entreprises françaises sur la transition énergétique, je pense qu'il faut faire la part des choses entre vraiment le développement des énergies renouvelables, qui est vraiment un moteur assez fort de la transition énergétique. Et là, je dirais que les entreprises françaises sont très bien positionnées en Amérique latine. On regarde donc les capitaux investis par les entreprises françaises dans des utilities, donc qui peuvent être Engie, EDF, Total Energy bien sûr, mais des plus petites, et il y en a un certain nombre. Comparé à ce que peut faire, je pense, des utilities allemandes. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais à mon avis, on arrivera à la conclusion que les entreprises françaises investissent plus de capitaux dans ce domaine-là. Et puis, il y a le domaine spécifique de l'hydrogène vert, et vous avez effectivement donné cet exemple-là. Et là, c'est vrai que moi-même, j'ai été très impressionné par la diplomatie économique qui s'est mise en place en très peu de temps et qui a été très, très efficace. Mais là, on est dans un autre domaine. On est dans un domaine de prendre des positions, et il y avait une forme de rush pour aller dans le continent sud-américain, mais également ailleurs dans le monde, prendre des positions sur les terrains qui ont les meilleures ressources ou le meilleur accès à un port pour pouvoir exporter. Et il y avait une forme de concurrence. Et c'est vrai que, enfin, en tout cas, l'entreprise pour laquelle je travaille n'a pas pris forcément le pari d'être partout, mais plutôt d'être beaucoup plus sélectif. Et certaines entreprises ou certaines initiatives plus de ports en Europe ont, eux, pris des positions. Mais il faudra regarder ce que ça donne dans 5 ou 10 ans quand les projets vont se développer, parce qu'on ne va pas pouvoir faire des projets partout dans le monde. C'est très, très capitalistique. Voilà. Avoir une dernière question de Philippe Bonsen. Merci. Oui, bonsoir à tous. Moi j'ai une question en forme de lueur d'espoir à l'intention de Christophe Ventura et de Martin Rocher. Sur la carte qu'a montrée Martin Rocher, très intéressante, que je connais bien, des risques pays, il y a 3 pays, si je me trompe, dans la zone qui sont notés E. Le Venezuela, le Nicaragua et Cuba, si je ne m'abuse. Parmi les échéances électorales dont tu as parlé à venir, Christophe, et tu en as parlé également l'autre jour à Bercy, il y a l'Argentine, bien sûr, mais il y a une élection qui me semble, à mon avis, capitale l'année prochaine, c'est le Venezuela. Est-ce que, selon toi, Christophe, avec les informations dont tu disposes, est-ce qu'on peut s'attendre cette fois, moi personnellement j'en doute, à des élections transparentes, sincères? Quel est ton sentiment sur la question, sur cette, bon, il faut savoir quand même que, tout le monde le sait ici, mais je le rappelle, que la crise au Venezuela impacte tous les pays d'Amérique latine. Il y a eu 5,5 millions de réfugiés dans tous les pays de la région, presque 2 millions en Colombie. Et donc, par extension, s'il y a un changement de régime au Venezuela, donc avec une nouvelle politique économique, dans le but d'attirer des nouveaux investisseurs étrangers afin de reconstruire le pays, ils n'ont pas d'autre choix, est-ce qu'on pourrait espérer, Martin, à ce que Total revienne au Venezuela comme investisseur? Brièvement, on va commencer avec Christophe. Quelques mots, parce qu'on va passer à la Brièvement, c'est réception. compliqué. Je vais essayer. Bon, alors on se parle, on ne connaît toujours pas la date de la dite élection. On sait que c'est l'année 2024 qui est évoquée. Il faudra, les éléments de réponse à ta question, c'est de voir comment vont se passer d'abord les primaires de l'opposition qui auront lieu le 22 octobre. On sait que c'est compliqué, des candidats sont inhabilités. Donc de cela, on aura une première photographie. Moi, je pense, pour être rapide et probablement un petit peu trop schématique, que la réponse par rapport à ce que tu dis, je pense que du point de vue des acteurs, en tout cas au Venezuela, depuis le poste en tout cas du gouvernement, au fond, la réponse, c'est l'avancement ou pas l'avancement
de la normalisation avec les États-Unis et la question des sanctions. C'est-à-dire, s'il y a la feuille de route qui a été proposée par l'Union européenne, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, ça me fait l'occasion, à Bruxelles, de dire, grosso modo, on assouplit les sanctions, il y a des élections normales qui se déroulent, et après les élections, si le résultat est indiscutable, il y a une levée des sanctions. Pour la partie européenne, mais du point de vue du Venezuela, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les États-Unis, bien sûr. Mais si la méthodologie est celle-ci et que les États-Unis l'endossent, ça va être la négociation autour de ça qui va nous dire où va être le curseur sur une élection qui correspondra le plus aux standards souhaités, ou si on est dans une élection qui sera corsetée et qui sera discutée et contestée. Et aujourd'hui, moi je ne sais pas où est le curseur là-dedans, mais c'est autour de ça que, disons, la négociation elle va avoir lieu. Et aussi si le gouvernement vénézuélien considère qu'il a des garanties pour aller négocier, c'est la question de la CPI, c'est tout ça en fait. Alors, tout ça pour dire quoi? Qu'aujourd'hui on se parle, les conditions ne sont pas encore du tout réunies pour avoir quelque chose qui soit fluide l'année prochaine. Non, c'est bon, ça marche. Non, je n'ai pas la réponse pour savoir si Total va revenir au Venezuela. Ce n'est pas à moi de décider, mais par contre, c'est intéressant de regarder les conditions qui permettraient à Total de revenir au Venezuela ou de faire, d'une manière générale, de développer des projets dans les pays qui sont les plus à risque sur la carte dont vous parliez. Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. S'il y a effectivement une transition vers un gouvernement qui est favorable à l'investissement privé, il faut d'abord qu'il y ait un mécanisme de garantie qui soit mis en place. Parce que fondamentalement, les renouvelables, c'est un énorme investissement, très peu de coûts opérationnels, et une durée de vie en fonction de la technologie qui varie entre 20 et 30 ans. Donc il faut avoir une perspective de business model sur 20 à 30 ans, ce qui n'est pas toujours évident quand il y a beaucoup d'aléas politiques. Donc on sait qu'on ne peut pas planifier sur 20 ou 30 ans, mais par contre on peut négocier des garanties, et notamment des mécanismes de garantie souveraine ou des mécanismes de garantie via le ministère des Finances pour, en cas de défaut de la utility à payer, pouvoir exercer ces garanties-là. Donc ça, c'est le premier niveau qui recrée de la confiance. Le deuxième niveau qui recrée de la confiance, c'est un mécanisme d'arbitrage et d'arbitrage international dans les contrats pour qu'on puisse forcer l'exécution de ces garanties, non pas au niveau simplement engager la responsabilité de l'État, mais via un mécanisme d'arbitrage international qui est respecté par cet État, même s'il y a des transitions politiques. Donc je pense que c'est vraiment les deux conditions qui nous permettraient de songer et revenir. Et le dernier élément, pour accompagner ces conditions-là, c'est la présence de banques multilatérales ou de banques bilatérales. Donc, ça peut être une banque régionale d'investissement, ça peut être d'IFC américain, ça peut être des banques européennes. Et ça, on sait que ça appuie l'exécution des contrats, puisque non seulement on mettrait à défaut l'investisseur privé, mais on mettrait à défaut également la dette de ces États indirectement qui sont prêteurs. Voilà. Tous nos intervenants, vous avez été extraordinaires, vous nous avez beaucoup éclairé. On aurait pu passer des heures et des heures, mais on reprendra ça un peu plus dans quelques mois ou dans une année. Merci encore et on peut passer à la réception. Merci.